Daniel, tu nous as accueillis dans ton château, tu nous as raconté comment tu es arrivé à Calbert, la restauration du donjon, puis de la tour, et puis tu as attaqué avec ta famille, tes enfants, la restauration de la chapelle. Cette chapelle, elle date du 11e, 10e siècle. Donc on y est là, et c'est une atmosphère très particulière. Et ta fille, qui est archéologue, c'est ça, a fait des fouilles, et tu trouves un menhir sous la chapelle. Sous la chapelle. En ayant donc, et donc cette chapelle, avant que ce fût une chapelle, était un lieu visiblement de culte païen. De culte païen, sans doute celtique. Celtique, oui. Et lorsque vous avez retrouvé le menhir, il était couché, brisé, debout? Alors, la pointe était brisée et était couchée, oui, avec un petit peu de poterie proto-historique dessous. D'accord, donc c'est très ancien. Le fait que le menhir soit couché était volontaire? Oui, parce que c'est un lieu qui a été christianisé. Et au moment de la christianisation, on laissait le menhir, trop lourd à transporter, oui, mais on le couchait. Mais il a dû y avoir un bâtiment intermédiaire. Autour du menhir? Ou après le menhir? Très certainement. Parce que la chapelle, d'abord, elle bouche une meurtrière du logis. Donc, si on considère que le logis est du 8 ou 9e siècle, la chapelle doit être autour du 10e siècle. D'accord. Puisque c'est après l'an 1000 que les baptistères rentrent à l'intérieur des églises. D'accord. Effectivement, de l'intérieur, on voit une meurtrière qui donne sur un mur. Et tu l'expliques très bien, cette meurtrière, à l'origine, elle permettait... Il y avait autre chose. Donc soit un édifice... plus basse. Ou un édifice plus bas, vu la profondeur à laquelle était le menhir. Mais alors beaucoup plus bas, parce que D'accord. La meurtrière, elle est au milieu du bâtiment. Donc on est ici sur un lieu où, sans doute avant l'ère chrétienne, se passaient des choses. Ah oui. Donc, lié à la pierre, lié au menhir, tu as parlé d'une faille liée à une forme de tellurisme oui, ou de... oui. D'accord. Et ces lieux, d'après ce qu'on raconte, ont souvent été récupérés et on les a christianisés et on a mis une chapelle. Donc cette chapelle, tu l'as reconstruite pratiquement à l'identique, tu as consolidé une partie et puis ensuite tu as complété... puisque les murs sont tombés. Lorsque tout ça s'est écoulé, les murs se sont ouverts et il a fallu que l'on construise de chaque côté des contreforts en se servant justement des pierres qui avaient été très secouées, en glissant de la ferraille et en allant chercher les fondations au rocher de chaque côté, de façon à pouvoir refaire un arc triomphal qui pousse à nouveau les murs, mais qui s'appuie sur les contreforts que j'ai fait après. Et les pierres sont les pierres d'ici que tu as trouvées sur le lieu. Les pierres de l'arc triomphal, il y en a quelques-unes qui ont été trouvées ici. Alors quand on regarde ici, hier on s'est promené ici, on a des pierres qui apparaissent et tu avais signalé cette pierre blanche et à l'opposé une pierre noire. Oui, il y a deux pierres noires qui sont dans la partie chaude. Oui. Et une pierre, un quartz blanc, donc qui est la base de l'arc triomphal. Et celles-ci, elles y étaient. Donc il y en a une qui se repose sur un quartz blanc et l'autre sur un quartz de schiste noir. Qui sont très rares ici, il y en a deux. Et ensuite, celles qui sont au-dessus, elles existaient aussi, et bien elles ne sont pas noires, elles sont couleur beige. Elles sont délibérément là, délibérément ont été amenées là pour ce qu'elles étaient. Ah oui, non mais ça c'est... Je pense s'il y a deux noirs et une blanche ici, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Alors justement, ça nous donne la transition. Lorsque tu as reconstruit ça, as-tu retrouvé, comme ce qu'on retrouve en général dans les vieilles chapelles et dans les édifices religieux et ailleurs, des proportions harmonieuses à la dimension de l'homme, à la dimension des nombres de la nature? Il y a surtout la coudée de 52 cm, qui est donc une coudée égyptienne. Hein, tu as retrouvé ça? L'arc triomphal, c'est 52. 52 cm, exactement. Les lumières, c'est-à-dire la meurtrière nord fait 56 cm, et l'archère qui fait le canon de lumière qui éclaire au solstice d'été le centre de l'abside fait 52 cm
et est un carré long, c'est-à-dire 104 cm de haut. Donc ça c'est pas par hasard. Non, c'est pas par hasard. Même si 52 était par hasard, le fait qu'on le retrouve dans les lumières, qu'on le retrouve 2 fois dans la hauteur. Et dans la marche d'entrée de la chapelle. Et dans la marche d'entrée de la chapelle. C'est la même taille. Et c'est curieusement la coudée égyptienne. C'est la coudée égyptienne, et il y a la coudée sacrée de 52-36. Et ça devait être une forme d'étonnement ou lorsque tu as retrouvé ces dimensions ici. Oui, de trouver ces 2 coudées qui démontent les colonnes du temple, ça m'a paru quand même assez étonnant. Mais qu'est-ce qu'au Xe, XIe siècle, XIIe siècle, la coudée égyptienne faisait ici? Est-ce que c'était une mesure chez les bâtisseurs, chez les gens du coin? Oui, c'est connu. Chartres aussi était construite sur 52. Sur 52-3. Donc c'est quelque chose de connu à l'époque. 52 était connu par les chefs de... Et puis il faut attendre les croisades pour retrouver la coudée de 50 cm, qui est une coudée hébraïque, que l'on va retrouver dans la porte du donjon, qui fait 50 cm. Ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'ils ont surélevé le logis et construit le donjon au XIIe siècle, ils ont couronné tout l'ensemble avec la coudée de 63,5. Le bâtiment qu'on a vu même le bâtiment qui était avec cette coudée de 50, le couronnement a été fait en 52-36, en 63,5. Cette intention était vraisemblablement l'intention du chef du lieu. Oui, mais ça se promène quand même du 8 ou 9e siècle jusqu'au 12e. Ah oui, donc c'est plus que le chef du lieu. Il a dû s'en passer quelques-uns. Il a dû y avoir des bricolages, mais ceux qui venaient travailler avaient l'œil. Mais ils savaient. Ils savaient. C'est pour ça que je dis, c'est un lieu où se sont succédés des gens qui avaient une certaine connaissance de tout ça. Parce que nous retrouvons le mortier qui va servir pour la construction du logis, c'est un mortier de type romain. Donc, ils n'avaient pas perdu la technologie de la fabrication du mortier. Ouais. Souvent dans les cathédrales, bon ici il n'y a pas de rose, hein, mais souvent dans les cathédrales, les architectes faisaient en sorte qu'à un moment de l'année, la rose se projette, la rose qui est verticale se projette sur le sol, de façon à ce qu'on retrouve les mêmes dimensions verticales, horizontales. Tu as retrouvé des choses similaires ici? La voûte de la nef, la hauteur totale est devenue identique à sa longueur. Donc la hauteur, c'est-à-dire qu'elle pourrait presque s'emboîter dans l'abside. Si on couche ça, fait identique quand même. Si on couche cette partie, on trouve... Cette longueur est identique à la hauteur. À cette hauteur. Et tout à l'heure... je crois 2-3 cm, mais ça doit être de ma faute. Parce que la hauteur exacte, là, je ne l'avais pas. Ah oui. D'accord. Et tu parlais aussi des orientations, là. Il y a un rayon de soleil qui a quel... Oui, le 21 juin, à 3h de l'après-midi, ça frappe le centre même de l'abside. Mais du coup, ça contribue quand même à cette grande harmonie qu'on ressent quand on est là. C'est rien de mystique, c'est les formes, les rapports. Je pense que c'est très fort, parce que les architectes, s'ils faisaient ça, c'est pour dire... Je connaissais ces harmoniques, je connaissais ces coudées, et les a fixés en construisant le bâtiment. Oui. C'est leur témoignage de dire « je savais ». Oui. Et reconnaître, c'est remettre nos pieds dans leurs pas, hein, et mentalement les retrouver. Oui. Et de faire profiter ceux qui ne connaissent pas ces rapports par des signaux, comme celui-ci, là, le rayon du 21, comme la coudée de la fenêtre. Et ces 2 triangles nous forment un sceau de Salomon, qui est très intéressant, parce qu'il nous donne le rapport de l'extérieur, de la dimension extérieure de la chapelle, par rapport à sa longueur intérieure, c'est-à-dire presque le rapport entre l'exotérisme et l'ésotérisme, ou ce qui est caché. Mais si on fait le centre de tout, ça passe par les 2 lumières, nord et sud. Ah oui, alors que le premier triangle passait par le centre de l'intérieur. Alors ça c'est pas innocent. Ça, c'est pas innocent. En fait, mais c'est incroyable, parce que du coup, tu as une étoile de Salomon qui non seulement fait le rapport feu-haut, en bas, mais en 2 plans différents. Mais en plus, extérieur-intérieur. Et qui donne le rapport de l'extérieur par rapport à l'intérieur.
Et là, on est dans des niveaux d'hermétisme qui sont... C'est tout à fait étonnant. Donc ici, à la limite, si on prolonge cette réflexion symbolique, lorsqu'on se place au centre de cette étoile, on ne peut pas dire si on est à l'intérieur ou à l'extérieur. Non. Les deux se rencontrent en nous, on est les deux. On est les deux, mais l'extérieur, le centre, détermine les deux lumières, nord et sud. Détermine les deux lumières nord. Oui. C'est troublant. Enfin, c'est beau pour l'esprit, pour le géomètre. C'est fascinant, ça. Ça existe, j'imagine, ce genre de choses existe dans d'autres édifices. Je suppose. Ouais. Et on redécouvre ça, on se dit, mais il a conçu tout ça sans ordinateur, sans rien, il a fallu faire du tracé. Et tout ça dans la chapelle en plus. Alors tu nous as expliqué que vers le XIIe siècle déjà, ou au XIIIe, tout ce château a été abandonné. Alors, la partie castrale, la partie cité. Disparaît à l'époque des Albigeois, les croisades d'Albigeois. Le château continue à garder ses titres. Pendant peut-être, on ne sait pas quand ça va disparaître. Ce que l'on sait, c'est qu'il y avait en 1405 que la chapelle qui était en activité. Et en 1415, on parle des ruines du château. Du château. Il est tout à fait plausible que ce château ait subi les effets directs ou connexes de la guerre contre les Albigeois. Oui, mais puisque on lui a coupé en quelque sorte les vivres en arrêtant la vie dans la cité. Dans la cité, oui. Rester chapelle jusqu'à sa destruction, puisqu'on parle d'un prêtre qui allait en 1405 s'acheter un chapeau à Saint-Germain, donc il y avait quelqu'un qui était resté tout de même sur place. Mais l'activité castrale, c'était fini. Donc elle a fini par mourir de sa belle mort, le château étant vide, le village abandonné. Et puis au XIVe siècle, l'apparition de la poudre à canon, il devient obsolète. Oui. C'est la chevalerie, les chevaux ne peuvent pas monter. Et puis, et avec les mules, il n'y a pas de chemin. On a vu le chemin. On ne peut pas faire de tournoi, il n'y a pas d'esplanade. Il n'y avait pas encore le treuil. Non, il est obsolète, c'est fini, quoi. Oui, il n'y a plus d'activité pour l'époque logique, ou à la mode. D'accord. Et puis c'est déjà des grands châteaux, il faut faire plus grand que le voisin, les cathédrales, je fais plus grand que le précédent, je vais faire mieux que les autres. Ouais. C'est la gloriole ensuite, alors que là, c'est beaucoup plus humble, c'est un lieu qui est... Et puis tu ne peux pas agrandir le lieu. Non. Donc il va mourir simplement parce qu'il est plus viable pour l'époque. Alors je reviens sur... C'est ce qui va le sauver. Qu'avec une telle harmonie de nombres, parce que là on peut vraiment parler de géométrie sacrée, au sens de... Oui, c'est vraiment, tu vois, la porte d'entrée. C'est pas un lieu de passage. Non. Tu as vu, tu as une marche qui fait 30 cm, tu as une grande pierre de décharge, comme des temples anciens. Oui, à l'entrée, extérieure. Tu fais un effort pour lever le pied, parce que c'est pas une marche. Non. Et puis ensuite, tu as 3 marches pour descendre dans le temple. Et la dernière marche, seule, est dans le temple. Les deux autres font partie de la porte. Les deux font partie de la porte. Et la pierre de décharge, au départ, c'est... C'est l'endroit où tu déposes tous tes soucis et tu rentres en nouvel homme. Tu rentres en nouvel homme. Et avec un petit abaissement. Et tu fais la descente. Une petite... Et très souvent, c'est le contraire, il faut monter. Et là, c'est une petite descente qui peut être à la fois une humilité ou un retour à la réalité. Et ce qui est très curieux, c'est que la partie du cœur, apparemment, n'a qu'une marche. Il y a un seul niveau. Un seul niveau, et non pas 3 ou 6 ou 7. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, mais c'est une constatation. Lorsque tu viens ici, j'imagine que tu es venu méditer, écouter de la musique... Même dormir. Même dormir. La sieste ou la nuit. Alors, est-ce qu'on médite bien? Est-ce qu'on prie bien? Est-ce qu'on dort bien ici? C'est formidable. Oui, moi, c'est vrai. Je suis très bien. Ici, c'est vrai. Le lieu m'a apprivoisé, alors il n'y a plus de problème. Tu as fait baptiser tes enfants ici? Non, c'est plus un lieu de culte. J'ai mon fils qui va prendre la relève, qui a été baptisé ici. Ah oui, quand même, ouais. Ici.
Ah, bah dis donc. Ouais, Irénée. Ce lieu, je ne pensais pas au départ le faire. Hein. Tu pensais pas restaurer la chapelle? Ah non, non, non. Ah bon? Non, je m'étais donné 10 ans pour faire le donjon, le logis, c'était fini. Hein. Et puis la chapelle? Non, Oui. non, à l'époque, j'étais pas fou. Mais c'est le piège. Tu te dis, ben, 2 ans de plus, je fais mon atelier, je vais pouvoir stocker du bois, je pourrais peut-être travailler, je pourrais rester plus longtemps. Puis ensuite, on arrive à 12 ans de travaux, et puis on se dit, bon, ben, 78, 50 plus, je me donne pour faire la chapelle. Ce serait quand même dommage. On vient d'en passer 12, pas mettre 50 plus, et puis passer... voir cette chapelle en ruine, quoi, ça faisait mal au cœur. Alors, on a fait cette chapelle gentiment, mais faire cette voûte, ça a été un gros travail quand même, parce qu'il a fallu la faire en 4 fois. C'est 4 coulées de béton de façon à ce que la voûte retienne les murs et ne la pousse pas. Ah, oui. Ne la pousse pas, oui. Le menhir, qu'est-ce qu'il est devenu? Ah ben, ma fille, évidemment, quand elle a fait les fouilles, elle l'a poussé, elle l'a mis sur le côté. Oui. C'est un truc qu'il devait faire pas loin d'une tonne, quoi. D'accord. Alors, il est toujours en dessous? Il est toujours là, il est légèrement sur le côté, c'est tout. Mais Ouais. je pense que le menhir, c'est pas lui-même qui a la vertu, Oui. mais c'est le lieu, c'est la pointe de l'acupuncture qui dit là, il y a quelque chose d'intéressant. La faille peut-être. La faille, etc. Oui. Donc, alors j'ai fait une mini-crypte. Avec un trou petit pour qu'on ne nous mette pas un jour un cercueil de quelqu'un qui aurait envie de venir là et puis de polluer la chose. Et puis maintenant, je ne sais pas avec ma taille si je passerai encore. Enfin, il y aura toujours quelqu'un qui pourrait passer. Il faut déjà la soulever. J'en suis sorti un jour. Il faut déjà la soulever. Il faut déjà la soulever, oui. Tu as remis une cloche, sans doute une cloche qui y 25 était. ans de mariage. C'est la dernière cloche que le père Paccard A coulé. a coulé. Ah oui. Alors, et les voisins du village Alors, évidemment, je l'ai baptisé Calbert, c'est normal. Hein. Alors, je l'ai ciselé. Alors, en principe, on fond avec le nom. Oui. Mais moi, je l'ai ciselé. Tu as ciselé le nom. Je me suis refait les oreilles ce jour-là. Mais enfin, c'est pour ça que j'étais déjà un peu sourd. Ah, on comprend pourquoi c'est écoulé. Et je lui ai mis une devise. Apprends, agis et doute. Apprends, agis et doute. Oui. Tu l'as fait sonner, non, non là, oui, mais alors, tu sais, quand on met une chaîne, c'est le tocsin. Hein. Ah oui, tout le monde, tu avais des visiteurs à l'époque. Ça gonfle, là. Ah, ça gonfle, alors la chaîne, on l'a coupée. Ensuite, on a mis une corde, ça a duré un certain temps, elle a été cassée, c'est très bien. Très bien. Mais écoute, je te remercie pour ce bel échange et souhaitons qu'elle vive, cette chapelle, et qu'elle en inspire beaucoup et qu'elle apporte cette quiétude. C'est vrai qu'on sent cette quiétude et je me demande si ça vient d'un sentiment mystique, religieux que ça réveille, ou si c'est juste la beauté de l'harmonie, la simplicité des formes. Ah oui, oui. Elle est très pure, elle est très simple. Très pure, très simple, c'est beau. Ah oui, puis il y a des choses qui se révèlent comme ça, puis les lumières à des époques différentes, des moments différents, tout ça c'est... Elle n'est jamais la même, hein, en fonction de la lumière, en fonction du temps. Non, c'est... Et puis alors, elle a retrouvé des bancs, comme dans les temples anciens, des latéraux. J'ai été étonné, j'avais visité à Rome le temple de Mitra, qui se trouve sous une église, je ne me rappelle plus le nom. Je me suis dit, mais merde, c'était comme ça. Ils ont pompé ma chapelle. Ils ont pompé ta chapelle. Elle est de Mitra, tu vois, elle est peu quand même. Donc, on faisait la même chose. Oui. C'est très beau. C'est la même chose. Ouais. Merci Daniel de me faire profiter de toute cette expérience. De participer à cet échange harmonieux de ce petit savoir que l'on a, mais de reconnaissance du savoir des anciens. Oui. Eh bien, souhaitons qu'ils vivent.